Minister, as I invite you to take the floor, can I just go back to the question from Philippe Peña, which I've been trying to get an answer to, which helpfully will, I think, help frame your remarks. How to make politicians take the bold decisions that climate change requires and make their voters more conscious about climate change. The floor is yours. Merci beaucoup. Je vais répondre à votre question en français. À Paris, à l'UNESCO. Mais je sais que tout le monde parle français ou parlera français à la fin de la COP. D'abord, je voudrais remercier celles et ceux qui ont permis ces 2 jours qui, je crois, ont été extrêmement utiles et en même temps chaleureux. Il y a eu, comme on dit, un momentum qui est fort. Alors, on souhaite tous, j'imagine, j'en suis sûr, que la COP 21 soit un succès. Et je ne suis pas le dernier à le souhaiter pour des raisons évidentes. Mais, au fond, avant d'être enthousiaste, et nous le sommes tous, il faut se demander pourquoi est-ce que à Paris, il y aurait plus de chances de succès qu'avant. Il ne faut pas perdre son enthousiasme, mais il faut garder sa lucidité. Je pense que, objectivement, et l'objectivité c'est important, il y a une différence de situation par rapport à ce qui existait il y a quelques années, qui fait que, quels que soient les mérites des présidents de la COP, cette différence de situation va pouvoir expliquer peut-être beaucoup de choses. D'abord, il y a une différence de situation qui, elle, est regrettable, c'est que le dérèglement climatique a augmenté. Ça se voit dans les chiffres, vous les connaissez tous. Et cette situation regrettable et même dramatique fait que la pression pour trouver des solutions est plus forte. Ça, c'est un premier élément objectif. Et un deuxième élément objectif, il ne faut jamais perdre de vue, c'est que l'une des raisons pour lesquelles nos prédécesseurs manuels ont eu tellement de difficultés, c'est qu'à l'époque, le phénomène scientifique lui-même était contesté. Et son origine humaine était également contestée. Maintenant, je sais bien qu'il y a quelques personnes qui voudraient bien être des personnalités qui continuent cette contestation. Mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Et il faut remercier énormément les scientifiques du GIEC d'avoir fait le travail qu'ils ont fait. Parce que sans ce travail, nous serions à discuter pour savoir si le dérèglement existe ou pas et si son origine est anthropique ou pas. Donc ça, c'est un deuxième changement objectif qui rend les choses beaucoup plus faciles, si je puis dire, qu'avant. En tout cas, plus nécessaires. Il y a un troisième élément qui a changé, et on a cessé de le rappeler au cours de ces 2 journées, c'est que les technologies ont changé, sont devenues beaucoup plus accessibles. Hier matin, j'en suis à confondre les heures, mais je crois que c'était hier matin, l'une des personnalités présentes disait que, en ce qui concerne le solaire, les technologies avaient été divisées par leur coût, dans leur coût par 100 depuis 25 ans. Et même chose dans l'éolien. Et on peut anticiper qu'il va y avoir de nouveaux sauts technologiques. Donc, cet accès de la technologie est beaucoup plus fort, beaucoup plus simple, beaucoup moins cher qu'auparavant. Et j'y reviendrai dans un instant, également pour les finances. Et puis, il y a la politique qui a changé. Les responsables politiques, pas sûr que vous allez m'accompagner sur ce plan, mais ne font pas uniquement de mauvaises choses. Et il y a eu de grandes décisions. L'accord entre le président Obama et le président chinois est une très grande décision, qui était absolument inconcevable il y a quelques années, et qui a levé les préventions de beaucoup de pays, parce que si les 2 premières puissances économiques du monde et les 2 premiers émetteurs de gaz à effet de serre du monde se mettent d'accord pour aller quand même dans la bonne direction,
alors ça devient de plus en plus difficile d'aller dans la mauvaise. Et puis, le dernier élément qui, à mon avis, a changé, c'est vous. Non pas vous personnellement, mais la communauté des entreprises qui, maintenant, non seulement est d'accord, mais parfois même enthousiaste et aux premières loges pour aller vers une action contre le dérèglement climatique. Et ces raisons objectives-là font que, même s'il faut rester très prudent, même si l'accord, Manuel, tu as eu raison de le rappeler, est extrêmement difficile, parce que faire lever la main à 196 parties IES et 195 pays pour approuver un même texte, au demeurant, Christiana, tu le sais mieux que nous, extrêmement complexe, c'est difficile. Mais ces raisons objectives existent et elles font qu'on part pour la COP de Paris avec un optimisme fort, même s'il est raisonné. Alors, ce qui m'a frappé dans ces 2 jours, c'est que chacun doit faire sa part du chemin. Nous, les gouvernements, collectivement, puisque c'est un accord international, nous devons faire notre part du chemin et donner, on a cessé de le rappeler, et en particulier les responsables d'entreprise, le signal. Parce que on a une entreprise, quand on est chef d'entreprise, on a la responsabilité d'une collectivité et bien sûr, on peut avancer au nom de motifs généreux, humanistes, mais il faut aussi que, à la fin, au moment où on publie les résultats, il soit là. Et donc, nous avons à donner ce signal. Et ce sera ça, le sens de la COP 21. Alors, nous nous fixons 4 objectifs simples. D'abord, ce qu'il y a de plus complexe à atteindre, et je remercie Christiana, et je remercie d'une façon générale les Nations Unies qui se mobilisent formidablement dans le bon sens, il faut que nous arrivions à un accord universel. Ça n'a jamais été possible. Maintenant, c'est nécessaire. Vous connaissez les termes, 2 degrés, legally binding, voilà que je me mets à parler anglais, différencié, et en même temps, j'ajouterais pour ma part, durable, parce qu'il ne s'agit pas que les choses s'arrêtent en 2030, il faut trouver des mécanismes qui nous permettent de continuer. Mais bon, ça c'est le premier objectif, on travaille d'arrache-pied pour cela. Mais si on y arrive, évidemment, ce sera le signal majeur. On n'y est jamais arrivé. Le deuxième signal, le deuxième objectif, ça chemine, ce sont, tu as fait allusion, Manuel, les fameux ANDC, les contributions que chacun est en train de publier. À ce jour, j'ai fait le point, il y a 38 pays qui ont publié leurs contributions. Alors, elles sont d'ambition inégale, mais c'est déjà une chose importante. Ça représente à peu près 1/3 des émissions. Il faut arriver à 100%. Ce sera peut-être difficile pour certains pays parce qu'il y a des difficultés techniques, mais au moment de la COP de Paris, ou même avant, fin octobre, on devrait être à 80-90% des émissions. Et évidemment, ce sera extrêmement significatif parce qu'en termes de signal, ça voudra dire pour tous les observateurs, pour tous les acteurs, pour vous tous, que même si on peut trouver certaines contributions insuffisantes, il y aura des engagements de la part des gouvernements pour les années qui viennent. Ça n'est jamais arrivé. La COP 21, évidemment, se penchera sur la question du prix du carbone qui a été sans cesse évoquée avec juste raison ici. Est-ce qu'on peut dire qu'on arrivera dès la COP 21 à quelque chose? Je n'en suis pas sûr. Mais il faut redoubler d'efforts parce qu'au-delà de l'accord universel, il faut qu'il y ait des engagements du gouvernement. Et si beaucoup de gouvernements s'engagent dans cette direction-là, évidemment, ce sera un signal majeur. Le troisième signal, le troisième objectif, c'est en matière de technologie, de financement, d'investissement. Bon, le fonds vert, il est là. Alors on dira, ce n'est que 10 milliards, un peu plus de 10 milliards de dollars. Oui, mais il y a l'effet de levier. Et il va commencer, j'en suis sûr, à opérer dès avant la COP 21. Et puis, il y a la réaffirmation. Nous l'avons fait encore dans le dialogue de Petersberg, il y a 2 jours, il y a 3 jours, avec une quarantaine de pays. Nous sommes engagés à aller vers les 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Et ce n'est pas du tout hors d'atteinte. Et j'espère bien que le G7 qui va se réunir dans quelques jours
confirmera, j'en suis sûr, cette orientation. Et enfin, le quatrième objectif, c'est tout simplement vous, c'est-à-dire ce que tu as à juste titre proposé, Emmanuel, et je te remercie, c'est-à-dire le Lima Paris Agenda for Action, qu'on appelle parfois l'agenda pour l'action, c'est-à-dire d'associer tout le monde, d'associer pas simplement les gouvernements, c'est évident, mais aussi les grandes communes, les régions, les organisations, la société civile et les entreprises. Parce qu'il est indispensable que les entrepreneurs soient au premier rang. Donc ça, c'était ma deuxième observation. Voilà les objectifs de la COP21. Ils sont au nombre de 4. C'est clair, je crois que tout le monde est d'accord sur cette répartition. Et si nous arrivons à cela, évidemment, le signal pour les entreprises sera majeur. Et nous voulons, dans l'organisation de cette COP21, manifester cela. Il y aura, je vous le dis déjà, sur les différentes journées qui sont prévues de négociation, un jour qui sera, appelons-le Action Day, et un autre jour qui sera Innovation Day, pour qu'on montre concrètement, venu de tous les partis du monde, que ce n'est pas simplement un souhait, une utopie, que c'est possible et que c'est réalisable. Dernier point, je veux formuler des souhaits en ce qui concerne les entrepreneurs. Vous pouvez, à juste titre, et vous l'avez fait au cours de ces 2 jours, formuler des souhaits pour la COP21 et puis singulièrement auprès de chacun de vos gouvernements. Parce que la COP21 n'a pas le pouvoir d'obliger tel ou tel gouvernement à faire cela. Donc il y a l'action collective et puis l'action dans chaque pays. Mais je pense que, ayant écouté ce qui s'est dit, il y a 5 souhaits ou propositions qu'on peut, je l'espère légitimement, formuler. Mon premier souhait, c'est que davantage d'entreprises rejoignent les structures de coordination qui agissent contre le dérèglement climatique. Vous êtes l'avant-garde, large, éclairée, mais il faut entraîner autour de vous beaucoup. Et donc, utilisons cette tribune, la presse est présente, pour souhaiter que davantage d'entreprises rejoignent les structures de coordination excellentes, que je veux vraiment remercier, qui existent déjà. Ça, c'est le premier souhait. Le deuxième souhait, c'est que vous-même, mesdames et messieurs les responsables d'entreprise, vous publiez vos contributions. Dans le cadre de, tu as fait allusion, la plateforme Nazca, qui veut dire, le N c'est pourquoi, Christina? Non-State Action Zone for Climate Action, c'est ça. C'est plus simple de dire Nazca, parce que sinon Donc, il va y avoir une plateforme qui va être organisée de façon que les entreprises puissent publier leurs contributions et qu'on obtienne ainsi de sortes de feuilles de route, des plateformes d'entreprises ou des plateformes sectorielles qui vont venir compléter, renforcer les contributions nationales que nous-mêmes nous allons collecter. Donc ça, c'est très très important. C'est l'objectif précis, concret, avant la COP21. Le troisième souhait, c'est que soit renforcée la diffusion des technologies innovantes bas carbone en une espèce de partenariat. Et ce partenariat, ce sera le partenariat en particulier organisé par World Business Council et l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. C'est différent des publications des plateformes sectorielles, c'est l'échange des technologies innovantes. L'avant-dernier souhait, c'est que se crée, et il est à l'œuvre évidemment chez tous ceux qui sont ici, une sorte de réflexe climat dans les décisions des entreprises, en particulier dans les décisions d'investissement. On va assister, j'en suis persuadé, dans les années qui viennent, et ça risque d'aller très vite parce qu'il y a un effet d'imitation,
à une décarbonation des portefeuilles. Quand on voit un certain nombre de décisions significatives, lorsque Standard & Poor's décide d'inclure dans son mécanisme de notation la plus ou moins grande résistance et le plus grand ou moins grand degré d'avancement par rapport à l'action contre le dérèglement climatique, lorsqu'on voit que telle ou telle grande banque nationale ou internationale décide de ne plus financer tel ou tel investissement en haute teneur de CO2, lorsqu'on voit aussi que des fonds qui sont investis dans la green growth sont extrêmement rentables, il y a une incitation extrêmement forte à cette création d'un réflexe climat au sein des entreprises que vont certainement encourager à la fois les salariés et les consommateurs, qui sont des éléments très importants à prendre en compte. Enfin, le dernier point, c'est que ce dialogue qui a été engagé entre nous, et je veux encore une fois remercier en particulier notre ami Ban Ki-moon qui a vraiment donné une dimension supplémentaire aux choses avec les réunions lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre de l'année dernière, que ce dialogue entre les entreprises et les gouvernements ne s'arrête pas à la COP21, mais qu'il ait lieu avant la COP21 et après la COP21. Et peut-être, cher Manuel, c'est une idée que j'ai, il faudra en discuter aussi avec notre partenaire et ami marocaine, c'est quelque chose, c'est une initiative que pourraient peut-être prendre les présidents de COP successifs pour être sûr que ce dialogue est entretenu. Voilà. Alors, vous m'avez posé une question courte, j'ai répondu de manière encore plus brève, mais j'ai voulu profiter de cette noble assemblée pour faire le tour du sujet au moment où nous sommes. Je termine, les Français sont indécrottables, ils terminent toujours leurs propos par une formule, alors je ne vais pas m'en priver. Je pense que le climato-fatalisme est de plus en plus injustifiable et que le climato-volontarisme est de plus en plus incontournable. Et c'est pour ça que j'ai confiance dans le succès, grâce à vous, de la COP 21. Merci.